Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le mercredi, c'est le jour du ciné et vous pouvez même en profiter gratuitement si vous êtes tiré au sort. Rendez-vous pour ce faire sur la page Facebook de Mosaïque pour participer à notre jeu concours. À la une aujourd'hui, une nouvelle médaille pour Michel Munch. Il a décroché le titre de champion de France handisport sur piste aux 5000 mètres en réalisant au passage un nouveau record personnel, 16 minutes 33 secondes. Pour le programme du jour sur Mosaïque, voici le sommaire. Sur Mosaïque, Grenzenlos vous plonge au cœur de l'aéroport de Saarbrück, puis vous emmène visiter la bibliothèque du genre féminin à Saarbrück avant d'aller à la découverte des abeilles, puis à la Bübingerwerke où travaillent de nombreux handicapés, avant de finir sur l'eau pour un barbecue flottant. Paul veut devenir sérigraphe, c'est le nouveau métier présenté par la famille Millevoye. Petite histoire de la bataille du 14 juin 40 au belvédère du Knop. Olivier Grune guide ses lecteurs dans un voyage sur Eolia. Enfin, dessert de saison, découvrez la recette de la tarte fraise rhubarbe. Il y a tout juste 6 ans, Mosaïque avait filmé une épreuve du bac. C'était le 25 mai 2010. 20 candidates de Sarreguemines se présentaient devant le jury pour l'épreuve facultative de PS Danse. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Ce matin d'examen, au gymnase du lycée technique Henri Nominé, 20 candidates des lycées Nominé et Panche de Sarreguemines présentent leur chorégraphie devant une dizaine de professeurs d'EPS de l'Académie Nancy-Metz, tous spécialisés en danse. Chacune dispose de 2 à 3 minutes pour présenter un travail que la plupart ont préparé dans un club ou au conservatoire. Cette épreuve de PS est facultative et doit permettre uniquement d'apporter des points supplémentaires aux candidats qui la présentent, ce qui n'atténue en rien les exigences du jury. Tous, pour ne pas dire toutes, connaîtront leurs notes le 6 juillet prochain, jour où les résultats du baccalauréat seront rendus publics. Cette année, l'épreuve s'est déroulée le 28 avril. Quant aux notes, elles seront dévoilées le 5 juillet, date des résultats du bac 2016. Les prévisions météo, en revanche, c'est tout de suite avec Sandrine Serbino. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouve déjà une perturbation orageuse. Les éclaircies seront vraiment que de très courte durée et laisseront place à un ciel menaçant. Des averses orageuses se produiront de manière complètement aléatoire dans le courant de l'après-midi et en soirée. Demain jeudi 26 mai, nous fêtons les Bérangers. Le soleil nous accompagnera de 5h35 à 21h22. Je vous laisse en compagnie des paroles d'enfants. Ils vous parlent aujourd'hui d'un événement qui va arriver tout bientôt et qu'il ne faut surtout pas oublier, la fête des mères. Très bonne journée à tous, à bientôt. Qu'est-ce que toi tu as prévu de faire pour la fête des mères ? Écrire une poésie et faire un cadeau. C'est tout. Et ta maman, elle le sait déjà ou ça va être une surprise ? Ça va être une surprise. Et comment elle va réagir ? Je sais pas. Elle sera contente ? Oui, je suis sûre. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et maintenant, je vous propose de franchir la frontière pour un nouveau numéro de Grenzenlos, présenté ce mois-ci par Fanny Bragard. Guten Tag, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver sur Mosaïque et TV8 Mosales pour un nouveau numéro de Grenzenlos. Ce mois-ci, à l'approche des vacances, je vous embarque à l'aéroport de Saarbrück, dont les résultats ont décollé en 2015 et d'où 2 vacanciers, juste derrière moi, s'apprêtent à s'envoler pour Palma de Majorque. Sandrine Huvert, la directrice commerciale des ventes pour la France de l'aéroport, nous fera rêver avec les destinations estivales de cette saison et nous expliquera pourquoi des milliers de Français traversent la frontière pour prendre l'avion. En attendant vos congés, nous vous proposons une croisière pour le moins insolite. À bord d'un donut géant, vous pouvez en effet naviguer sur la Sarre et déguster un bon barbecue.
Tout aussi atypique, nous vous ferons découvrir la Frauenganda Bibliothèque de Sarre, un centre de documentation spécialisé, mais surtout un lieu d'échange et de partage où l'on défend l'égalité des sexes. Eux luttent contre les discriminations grâce à l'insertion professionnelle. À Büblingen, une entreprise emploie 800 personnes en situation de handicap et leur permet ainsi de s'intégrer pleinement dans la société. Leurs petites protégées sont essentielles à la vie sur Terre. Pour finir notre émission, nous irons à la rencontre de 2 apiculteurs passionnés qui ont créé un sentier des abeilles à Völklingen. Vous n'aviez pas encore rêvé d'un barbecue au fil de l'eau, bercé par le courant? Eh bien sachez que c'est possible à Sarrebruck. Depuis 3 ans déjà, de drôles de donuts flottent sur la Sarre. Dès le printemps, les matelots cuistots d'un jour peuvent y voguer tout en grillant schwenk et autres wurst sur un feu de charbon. Je vous laisse découvrir ce reportage de Delphine Bach et Ophélie Bleichner qui sont bon l'été et les grillades. Les Saarländer sont des champions du grill. Après le Schwenker, ils adoptent le barbecue flottant. Une idée originale apportée de Cologne par Patrick Kremer. Les grilles flottants existent déjà depuis 10 ans, j'ai vu ça à la télévision, je les ai testés et je me suis dit que ça passerait bien ici à Sarrebruck. Le grill peut accueillir jusqu'à 10 personnes, on en a 5, ce qui veut dire qu'on peut recevoir jusqu'à 50 personnes en même temps. Au milieu, il y a un barbecue au charbon et non au gaz, c'est ça la particularité. On est son propre capitaine, on peut naviguer jusqu'à 50 chevaux sans permis sur la Sarre, les donuts sont entre 4 et 5 chevaux. Non, ce n'est pas dangereux du tout, le donut a été conçu en fonction du grill au charbon. Nous préparons le barbecue à l'avance, lorsque le client arrive, le barbecue est déjà allumé et le client peut prendre place et partir. On les appelle les barbecue donuts. Il s'agit d'une embarcation en forme de beignet avec un grill au centre. Ils flottent sur la Sarre d'avril à octobre. Ils se louent pour une durée minimum d'1 heure. Le client peut ramener son propre ravitaillement ou déléguer cette tâche aux organisateurs. Un capitaine est formé sur le tas. Le groupe désigne l'un de ses membres qui dirigera l'embarcation. Ainsi, les locataires conservent leur intimité et leur indépendance. Peu de personnes le savent, mais sur la Sarre, on peut naviguer sans permis jusqu'à 50 chevaux. Nous faisons une brève initiation avec le client, on lui explique le fonctionnement. Ensuite, on est son propre capitaine avec ses amis. On peut naviguer soit en direction de la promenade, où il y a plus d'ambiance de ville et d'autoroute, ou soit en direction du Staden, où il y a plus de verdure et une belle atmosphère pour faire son barbecue. L'idée originale de Patrick Kremer se prête à de nombreuses célébrations. Les barbecue donuts ont déjà accueilli des mariages, des fêtes d'entreprise, des anniversaires ou de simples balades sans restauration. Si la saison des grillades se clôture en octobre, l'idée originale de Patrick Kremer se prolonge toutefois jusqu'aux fêtes de fin d'année. Le barbecue au charbon est alors remplacé par une marmite de vin chaud pour une promenade hivernale sur la Sarre avec vue sur les illuminations de Noël. Ça donne envie. Sans transition, depuis le tarmac de l'aéroport de Sarrebruck où transitent chaque semaine 70 avions, jetons l'ancre dans une bibliothèque unique en son genre, féminin, voire même féministe par instant, la Frauenganda Bibliothèque de Sarrebruck. Si des femmes de pouvoir comme Annegret Kramp-Karrenbauer, la ministre-présidente du Land, ou encore Charlotte Britz, maire de Sarrebruck, ont su s'imposer en Sarre, seulement 47,2% des femmes y sont actives. Une donnée surprenante qui nous a été livrée par cette bibliothèque particulière qu'ont découvert pour vous Sophie Géin et Jean Birkel. En apparence, les locaux ressemblent à une bibliothèque d'un institut universitaire. Mais ici, tous les documents se rapportent au genre féminin. On trouve par exemple de vraies surprises, comme cette revue féministe publiée en Sarre entre 1947 et 1949. Vous êtes ici à la bibliothèque du genre féminin, un lieu unique dans le sud-ouest de l'Allemagne. Il est principalement financé par la ville de Sarrebruck. Ce centre de ressources occupe 3 personnes, l'équivalent de 2,5 emplois à temps plein. Et c'est bien nécessaire pour gérer entre 15 et 20 000 références en stock. Nous proposons de la littérature sur le mouvement féministe et sur la théorie du genre. Il s'agit de permettre de qualifier les femmes et les personnes en général sur le terrain de la sexualité, de transmettre un savoir, des arguments et naturellement de permettre de se mobiliser dans la société sur le plan privé ou à travers un engagement. La bibliothèque du genre féminin n'est donc pas qu'un centre de ressources, c'est aussi un lieu de vie, un lieu animé, avec des ateliers d'écriture, des rencontres thématiques autour par exemple de la prostitution,
Des événements qui encouragent à la réflexion sur la place de la femme dans un land de Sarre présidé par une ministre plénipotentiaire où le maire de Saarbrück est une femme, mais où seulement 47,2% des femmes sont dans la vie active. Les usagers et usagères de notre bibliothèque ont différentes raisons de venir chez nous. Il y a les chercheurs qui explorent beaucoup l'histoire régionale, par exemple l'histoire du mouvement féministe en Sarre. Les thèmes centraux des recherches sont sans aucun doute les théories féministes, les études du genre, l'histoire des mouvements féministes. Nous avons un fonds documentaire consacré à la littérature lesbienne. Il y a des documents dans tous les domaines. La bibliothèque du genre féminin est située au numéro 111 de la rue Großherzog Friedrich à Saarbrück. Elle est majoritairement visitée par des femmes, bien qu'il ne s'agisse pas d'un lieu qui leur soit réservé, pas plus d'ailleurs que le féminisme, qui n'est en rien une guerre ouverte contre les hommes. Nous voici à présent devant les portes d'embarquement en compagnie de la directrice commerciale des ventes pour la France de l'aéroport, Sandrine Hubert, bonjour. Bonjour Fanny. Alors après des années de turbulence, l'aéroport de Saarbrück a vu ses résultats décoller l'année dernière avec 70 000 passagers de plus qu'en 2014. Combien de voyageurs avez-vous accueillis au total ? Eh bien, en 2015, 480 000 voyageurs ont décollé de l'aéroport de Saarbrück. Nous avons enregistré une hausse de 18% par rapport à l'année 2014. Quelles sont vos perspectives pour cette année ? Eh bien, notre objectif est cette année le maintien du nombre de passagers, bien que la Turquie ait subi un recul des réservations en début d'année. En raison des tristes événements que nous connaissons, ces dernières reprennent. Nous avons 6 vols hebdomadaires vers Antalya et le temps de remplissage est plus que satisfaisant à ce jour. D'autres destinations telles les îles grecques avec Kos, Rhodes et la Crète à raison de 2 rotations semaine, les îles Canaries avec Las Palmas et Fuerteventura et bien évidemment Palma de Majorque avec 17 rotations semaine. Et sinon, Metz-Nancy, Francfort-Hahn, Charleroi ou encore le Findel au Luxembourg, les aéroports ne manquent pas dans la grande région. Comment vous démarquez-vous de vos concurrents ? Eh bien, la concurrence est là. Toutefois, ce qui nous démarque est très certainement le fait que nous soyons un aéroport à taille humaine, avec de courts trajets, ce qui permet d'assurer un service de qualité aux voyageurs. Nous avons une Kids Lounge qui se situe juste devant le contrôle de sécurité et qui propose un large éventail de jeux aux enfants. Notre Business Lounge ainsi que notre Duty Free situé directement aux portes d'embarquement, l'amabilité de notre personnel et bien évidemment le maîtrise de la langue française sont des atouts certains. Justement, l'aéroport se situe à quelques kilomètres à peine de la frontière française. Quelle part représentent ces voyageurs dans votre clientèle et comment faites-vous pour les attirer ? Eh bien pour les frontaliers, c'est un aéroport presque devant leur porte. Il représente environ 25-30% et ces chiffres sont en nette progression. Nous n'avons pas de stratégie particulière si ce n'est d'avoir une commerciale francophone sur le terrain, faisant le lien entre les agences de voyage et les tours opérateurs pour toute demande ou question. Donc sans oublier le personnel de l'aéroport qui est compétent pour échanger avec les voyageurs français, qui ne seront donc pas perdus s'ils ne maîtrisent pas la langue allemande. De nombreux investissements sont en cours pour viabiliser l'aéroport, pouvez-vous nous les présenter ? Eh bien ça se chiffre en quelques centaines de milliers d'euros. Le parking P3 va augmenter sa capacité avec 500 places supplémentaires cet été. Il y aura donc à terme 2400 places de stationnement longue durée. Le tarmac va être réaménagé, marquage au sol, etc. Tout l'éclairage de la plateforme sera amélioré de manière à offrir plus de visibilité aux passagers et aux visiteurs. Sandrine Hubert, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous. Merci beaucoup Fanny d'être venue. Merci à vous. Direction Bübingen maintenant, à quelques kilomètres d'ici. En France, nous avons les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, pour permettre à des personnes en situation de handicap de pouvoir travailler dans un milieu protégé. La réciproque existe évidemment en Allemagne. Thomas Drouin et Sophie Géin nous font découvrir comment cette insertion professionnelle prend forme de l'autre côté de la frontière. Chacun à son poste, les gestes sont maîtrisés et précis. Bienvenue dans les ateliers de la Bübinger Werke 1. L'une des 4 usines de l'association Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung, présente dans cette commune rattachée à Saarbrück. À chaque hall, son activité. Ici, c'est de l'emballage. Dans la salle voisine, on travaille le bois, tandis qu'à l'étage, on confectionne des câbles électriques.
Les petites mains qui s'affairent derrière les établis sont celles de personnes handicapées. L'encadrement des équipes, le développement et la direction de l'usine sont, pour leur part, des tâches effectuées par des employés ordinaires. L'usine est intégrée à 100% dans le marché local et travaille comme sous-traitant pour des entreprises sarroises comme la ZF. Un tiers du financement de l'association est issu de l'activité professionnelle des employés. Nous sommes en concurrence avec tous les autres prestataires. Nous devons faire attention à avoir des prix raisonnables, une production de qualité. Pour cela, les ateliers sont certifiés. Nous devons aussi respecter les délais. De la part des donneurs d'ordre, il n'y a pas de relâchement dû au fait de notre nature sociale. Cette intégration totale dans le monde économique ne fait pourtant pas passer au second plan l'intégration sociale des travailleurs handicapés. Si les employés ont des horaires fixes, 7h20 et 15h35, l'association les accompagne aussi après la journée de travail. Et dans les ateliers, tout est fait pour leur permettre de travailler selon leurs capacités. Quand ils rentrent chez eux, ils se disent c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup travaillé. C'est ce que l'on voit, qu'ils travaillent beaucoup vis-à-vis de leurs possibilités. Ici, ils vivent pour la première fois avec ce sentiment de réussite, qu'ils peuvent réussir. Et ça, c'est le plus important. Le sentiment de réussite reste donc le maître mot. L'association fait tout de même travailler 800 personnes dans différents lieux autour de Sarrebruck et pas seulement dans le monde de l'industrie. L'association possède par exemple une ferme, la Wittringer-Hof, dont les produits sont distribués dans les commerces locaux. On enchaîne maintenant depuis le cockpit du Boeing 737-800 qui vient juste d'atterrir. Souvent craintes, les abeilles sont pourtant indispensables à notre survie puisqu'elles participent à la production de plus d'un tiers de notre nourriture. Si leur nombre de colonies a diminué de 30% en quelques années, elles ont toutefois leurs défenseurs à Völklingen. Rencontre avec Edouard et Christian, deux apiculteurs qui ouvrent pour la première fois leur sentier des abeilles aux visiteurs du week-end du Warnt. Dans un écrin de nature, l'association des apiculteurs de Völklingen a planté un parcours éducatif. C'est ici, au cœur d'une végétation abondante et sauvage, que les apiculteurs valorisent le rôle de l'abeille et transmettent leurs enseignements aux nouveaux membres. Lorsque l'on forme de nouveaux apiculteurs, ils n'ont pas tout de suite la possibilité de trouver un emplacement pour leurs ruches. Alors ils les déposent ici jusqu'à ce qu'ils trouvent une place. Car lorsque l'on est un apprenti, on peut rencontrer des problèmes avec ses voisins et se demander si je peux les déposer chez moi ou pas. Le Bienenzuchtverein comprend 25 membres. 320 ruches sont réparties dans les quartiers de Völklingen et dans les environs de la ville. Depuis sa création en 1887, l'association poursuit les mêmes objectifs, à savoir l'élevage, la promotion et le développement de l'apiculture. Dans ce contexte, elle se joint pour la première fois aux animations du week-end du Warnt. On montrera au public la façon dont vivent les abeilles et ce qu'on peut faire avec elles. On accrochera un essaim dans une caisse transparente pour que l'on puisse voir à quoi ressemble un essaim accroché dans un arbre. Il y aura beaucoup de conseils et d'informations de la part de nos apiculteurs. Et pour dire au public qu'un poirier, par exemple, sans abeilles, produit 10% de fruits contre 100% de fruits avec des abeilles. Rendez-vous samedi 28 mai de 10 à 18h au sentier éducatif pour les abeilles à Völklingen-Geislautern pour découvrir une activité en voie de disparition. C'est déjà la fin de cette émission, mais j'en profite pour vous rappeler que le week-end du Warnt démarre demain. 4 jours de fête, de culture, de sport, de gastronomie et de musique, à cheval entre Moselle et Sarre. Une manifestation transfrontalière à ne pas manquer. Rendez-vous dans un mois avec Julia pour un nouveau numéro de Grenzenlos. Tchuss! Dans un instant, la suite de l'émission sur Mosaïque avec la famille Millevoye, la petite histoire du belvédère du Knop, la recette de la tarte fraise-rhubarbe, et puis rencontre avec l'auteur Olivier Grune qui va vous transporter dans un autre univers.
Imaginez, vous êtes au bord de l'eau, ou vous êtes avec vos amis sur cette terrasse ou dans cette magnifique salle de restauration. Une véritable ambiance de vacances. À seulement 10 minutes de Sarreguemines. Plat du jour, menu à la carte, soirées à thème, le restaurant Victoria. À Vitrin, vous propose une cuisine traditionnelle, s'élargissant au monde. Ouvert du mardi au dimanche. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Christ Électricité, un partenaire de confiance à votre service. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Samedi, avant-dernier match de la saison pour le SFC. Dernière sortie pour les faïenciers qui iront affronter Épernay en terre champenoise. Plus de sport, c'est à suivre en direct, samedi à 18h sur Mosaïque. Faisons un petit tour, comme chaque jour, dans la maison de la famille Millevoye. Paul veut devenir sérigraphe. Les skateboards, t'as toile cirée. Ok, t'imprimes des motifs, quoi, c'est pas... Ouais, c'est un peu plus subtil et beaucoup plus technique que ça, mais c'est-à-dire qu'il faut la bonne dose d'encre, une bonne racle, un bon film couleur, et puis... bon, laissez tomber, j'étais sûr que vous comprendriez rien. Ce qu'on comprend, c'est que ça t'intéresse, quoi. Grave. En fait, on comprendra mieux quand ce sera ton métier, c'est ça? Mais grave, c'est exactement ce que je voulais vous dire en plus. Eh ben, tu vois qu'on imprime nous aussi quand on veut, hein? Avec choisirlartisanat.fr. Et pour la petite histoire du jour, on vous invite à découvrir le belvédère du Knop, un point stratégique de la ligne Maginot Aquatique situé sur les hauteurs de Sarralbe. Philippe Cueilleur nous raconte la bataille du 14 juin 1940. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Voilà, donc ici nous sommes arrivés au belvédère du Knop, donc qui est le belvédère du Knop, qui est un point culminant au nord de Sarralbe. Donc dès 1935, les militaires vont aménager ce site pour le fortifier, et c'est ici que le 14 juin aura lieu une des premières batailles dans le secteur de Sarralbe. Voilà, donc lors de la bataille du 14 juin, le site du Knop sera bien sûr un objectif prioritaire pour les Allemands qui voulaient s'emparer de ce lieu pour, à leur tour, avoir une vue globale sur le champ de bataille. Donc les 24 hommes qui se trouvent ici le 14 juin, donc qui appartiennent au 41e régiment de mitrailleurs d'infanterie de forteresse, savent que c'est une mission de sacrifice qu'on leur a donnée, puisque se trouvant en avant de la ligne principale de résistance, ils ne pouvaient s'attendre à aucun renfort lors de la bataille, et les Allemands vont mettre des moyens considérables pour devenir maîtres de ce point, ce qui fait qu'en l'espace de 2 heures de bataille, les Allemands occuperont effectivement le site, mais les marsouins qui ont tenu cette position auront intégralement rempli leur mission, puisqu'ils auront quand même retardé l'arrivée des Allemands, et surtout jusqu'au dernier moment, ils avaient pu renseigner le commandement français sur ce qui se passait côté ennemi, justement. Son premier texte, il l'a écrit à 12 ans, et déjà il était question de personnages étranges, mi-homme, mi-souris. Depuis, le temps a passé, Olivier Grune a désormais publié son premier livre, où l'on retrouve ces personnages nés de couples mixtes entre terriens et extraterrestres, et où le lecteur s'aventure dans un nouveau système solaire. Départ pour Eolia imminent, attachez vos ceintures. Maison Ossature Bois, fermeture extérieure. Une maison écologique et économique avec Virch Menuiserie.
c'est vraiment quand je me mets à écrire que l'inspiration vient. Quand j'y réfléchis comme ça, souvent j'ai la trame générale de l'histoire qui est en tête, mais les bonnes idées, les détails, c'est toujours pendant que je suis vraiment en train d'écrire que ça commence à germer. Tout était jaune sur cette étrange et belle planète où plane une douce impression de sérénité réconfortante et apaisante. L'herbe est jaune comme de beaux épis de blé doré au soleil, le sable y ressemble à de l'or en poudre et le ciel éclatant irradie une aura profondément jaune qui transmet une belle teinte jaune à la mer. J'ai vraiment essayé d'inventer un univers à ma manière. Ça se passe dans un système solaire qui est formé de 6 planètes, chacune représentante d'un élément et gardienne d'un médaillon qui donne à celui qui le porte les pouvoirs relatifs à cet élément. En effet, les éoliens sont quadrupèdes et vivent donc comme des animaux, malgré leur intelligence supérieure. Le grand désavantage des éoliens par rapport aux terriens est le fait qu'ils ne disposent pas de mains. Leurs pattes avant sont constituées de 5 doigts parallèles qui leur permettent de marcher, de creuser, de grimper aux arbres, mais pas de prendre un objet en main, car ils n'ont pas de pouce opposable. Ils sont donc incapables de créer, de façonner des choses, c'est pourquoi ils n'ont pas pu développer de science comme les terriens, bien que leur peuple existe depuis plus de 100 000 ans. Je dirais que le sentiment général, c'est qu'on a envie de se mettre dans la peau, on a vraiment envie de s'identifier à ces personnages, de vivre cette aventure. C'est pourquoi à chaque fois que je dédicace un livre à quelqu'un, j'écris toujours « Mon voyage sur Eolia », la planète où se passe l'histoire. Et merci pour la dédicace. Fraises et rhubarbe, c'est un mariage qui est très apprécié dans les desserts. Ça tombe bien, les deux arrivent en même temps sur les étals du marché. Je vous laisse regarder la recette de la tarte fraises rhubarbe. Très bonne journée à tous, à demain. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez, invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, nous revoilà au marché de Sarreguemines et aujourd'hui nous allons faire un petit dessert à base de rhubarbe et de fraises. Donc voilà, toujours des produits typiquement alsaciens. Lavez et épluchez la rhubarbe et coupez-la en petits morceaux. Mettez dans une casserole avec 100 g de sucre, couvrez d'eau et laissez mijoter environ 20 minutes. On doit obtenir un coulis assez épais. Coupez les fraises en deux et réservez. Foncez la pâte sablée dans un moule à tarte beurré et fariné. Tapissez le fond de coulis de rhubarbe et enfournez pour 12 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, préparez un sirop avec 10 g de sucre et le jus de citron. Portez à ébullition pendant 1 minute et réservez. Sur la tarte encore chaude, disposez les fraises en gardant les plus grosses pour le centre. Badigeonnez les fraises de sirop et enfournez une nouvelle fois pour 5 minutes. Attendez quand même qu'elles refroidissent avant de la dévorer. Pour réaliser cette recette, il vous faudra une pâte sablée, 500 g de fraises, 250 g de rhubarbe, 100 g de sucre en poudre plus 10 g pour le sirop et le jus d'un demi-citron. Nous sommes présents au marché donc le mardi et le vendredi, toute l'année. Bonne journée, bon appétit!